n'en ai jamais eu besoin, donc je pense que je ne vais pas commencer aujourd'hui. Préparateur mental, psychologue, hypnotiseur ou mentaliste, ils ont fait irruption dans l'entourage des champions ces 20 dernières années. Désormais, pour s'élever au plus haut niveau, il faut soigner la tête autant que la technique et le physique. Ça fait entièrement partie de l'entraînement quotidien, comme tu t'entraînes à faire des couronnes, des revers, tout ce que tu veux. Référence en matière de préparation mentale, Isabelle Inchospé a accompagné Tony Estanguet ou encore Amélie Mauresmo sur la route du succès. Elle nous a ouvert les portes de son cabinet au cours d'un dialogue musclé avec le rameur Cédric Berest. Si cette question-là, on la débroussaille pas, sérieusement, tu vas reproduire de la perf parce que tu sais perfer. Mais je ne sais pas si tu vas toucher foncièrement le Graal, quoi. Le Graal, Charles Rosoy l'a décroché à Londres. Champion paralympique de natation, il s'est entouré d'un mentaliste et d'une coach de vie. Avec Nicole, c'est un dialogue plus permanent où elle m'apporte, elle m'amène à une réflexion. Elle m'amène à une réflexion, elle me propose de la faire moi-même. Elle m'aide à voyager à l'intérieur de moi-même. Mais attention, sujet tabou, la préparation mentale attire parfois les charlatans, gourous et autres marabouts. J'ai vécu des situations assez rocambolesques. Alors, la préparation mentale des sportifs, bidon ou indispensable? C'est votre question de sport ce soir, avec Christine Aron, toujours détentrice du record d'Europe du 100 mètres, Yann Eliès, double vainqueur de la solitaire du Figaro, Denis Troche, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, désormais préparateur mental, et Denis Auguin, ancien entraîneur du champion olympique de natation Alain Bernard. Ils sont les invités de Lionel Rousseau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir sur le plateau de l'équipe 21. Bonsoir à nos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct évidemment sur ce plateau, comme chaque jeudi, à 21h05 exceptionnellement aujourd'hui, pour répondre à une question, pour tenter de répondre à une question. Vous pouvez évidemment, comme à chaque fois, réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter de l'émission #QDS. Je précise également que dans la deuxième partie de ce magazine, un mentaliste va nous rejoindre sur le plateau, un mentaliste magicien, Fabien De Forest, qui va hypnotiser en direct quelqu'un sur l'équipe 21. Christine Aron, bonsoir. Vous avez utilisé les services d'une psychothérapeute avant les Jeux Olympiques d'Athènes pendant un peu plus d'un an. Pour vous, la préparation mentale, c'est indispensable ou c'est bidon ? C'est très subjectif. On va dire que ça dépend des besoins, de la problématique de chacun. Donc, il y a des gens pour qui ça va marcher et puis d'autres non. Bidon, ça dépend aussi à qui on l'a fait. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un de bien ou quelqu'un de négatif aussi. Donc ça, il faut faire très attention. Comme ça a été mon cas d'ailleurs. On va détailler ça avec vous et écouter votre témoignage plus avant. Christine Aron, Yann Eliès, vous avez fait appel également à la préparation mentale. Pourquoi ? Je sentais qu'il me manquait un petit quelque chose pour passer du sportif de haut niveau au champion. Et j'ai profité d'une période où j'étais blessé pour justement travailler sur la préparation mentale. Et j'ai bossé pendant 7 ans avec Gilles Monnier. Donc maintenant, je ne travaille plus à la préparation mentale, mais en tout cas, ça m'a permis d'acquérir des outils pour progresser. Mais je pense que ça a été plutôt bénéfique. Denis Auguin, entraîneur national de natation. Est-ce que l'entraîneur est aussi un préparateur mental, un coach mental ? Je crois bien que c'est le premier préparateur mental des athlètes. C'est celui qui va faire la plus grosse partie du travail sans doute. Et puis après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir besoin d'une aide ou d'une tierce personne. Parce que souvent une tierce personne, souvent aussi dans les sports individuels, où on est en one-to-one, j'ai envie de dire souvent avec un athlète, une tierce personne peut favoriser quelques déblocages souvent. Denis Troche, si vous êtes reconverti depuis 5 ans maintenant dans la préparation mentale, c'est qu'il y avait une demande ? C'est une demande que je me faisais. Moi, j'avais cette envie de pouvoir donner ce qui m'a manqué comme athlète de haut niveau, et notamment quand j'étais entraîneur. Je me suis dit qu'il y avait certainement un accompagnement à faire, qu'il était hors émotion. Parce que généralement, quand on est entraîneur, quand on accompagne un joueur ou un athlète, on a tendance à vivre en même temps que lui les mêmes émotions. Donc il était bon d'avoir une personne qui puisse se mettre en position méta, c'est-à-dire prendre du recul, et avoir les bons gestes au bon moment. Apparemment, Denis Troche, avec vous, ça marche, puisque vous travaillez notamment avec l'équipe cycliste de la FDJ. Non, je dis ça marche, je dis pourquoi ? Parce que Sandy Cazard, qui était notre invité la semaine dernière, qui vient de prendre sa retraite et qui est un cycliste de la FDJ, a gagné une étape du Tour de France en 2010 à Saint-Jean-de-Maurienne, et vous aviez travaillé avec lui la veille, pour la première fois. Ouais, merci Sandy, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comment ça se passe alors ? Effectivement, c'est tout simplement une prise de conscience. Il a eu une prise de conscience à ce moment-là, mais
Tout simplement parce qu'il était en demande. Et je pense qu'à partir du moment où les gens sont en demande, il y a possibilité de donner cette ouverture à la personne. Mais en ce qui me concerne, en l'occurrence avec Sandy, certes, j'étais présent la veille, certes, on a travaillé sur une séquence spécifique, mais je crois qu'il avait la victoire dans les jambes et aussi dans la tête avant même de monter. Donc ça veut dire que si vous n'aviez pas été présent la veille, il aurait gagné quand même. Mais ça, j'en sais strictement rien. Et c'est possible. Mais à un Donc moment donné, la il a eu un préparation besoin. mentale, ça sert à rien alors, Denis Troche. C'est bidon. Non, sincèrement, l'accompagnement et l'écoute d'une tierce personne qui peut sortir de l'émotion de l'action, oui, je pense que c'est intéressant et important. Alors Christine Aron, pourquoi vous avez fait appel à une psychothérapeute qui n'est pas vraiment une psychothérapeute d'ailleurs, hein, si, après, pas le diplôme. J'ai bien compris ce qu'elle mais bon. fait. Non, j'ai pas fait appel à elle. En fait, je l'ai rencontrée avec d'autres sportifs qui me l'ont conseillé. Mais j'ai travaillé avec elle parce qu'elle est arrivée à un moment donné où peut-être j'avais besoin d'un soutien, peut-être parce que j'étais un peu déstabilisée dans ma vie personnelle. Donc j'ai trouvé un accompagnement avec cette personne. Ça vous a aidé pour votre vie personnelle? Je pensais à un moment donné, ouais, que le fait de parler, en fait, j'avais tendance j'avais l'impression d'évacuer du stress, donc de me sentir mieux. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte, surtout après mon échec des Jeux d'Athènes, qu'en fait, c'était plus une manipulatrice et que c'était plus un boulet. Il y avait trop cette manipulation cérébrale où elle m'amenait à penser comme elle voulait que je pense. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le recul, avec le temps. Parce qu'on est là, enfin, ces gens-là sont là pour aider un athlète à la performance, mais pas pour les aider à leur donner une façon de penser. Ouais. Voilà, on doit nous aider à voir les choses différemment, à avoir une ouverture d'esprit sur la performance, sur la gestion du stress, mais pas penser à notre place. Elle vous a un peu manipulé, quoi. Voilà. Enfin, même totalement. Donc, c'était une très mauvaise expérience. Ça se traduisait comment au quotidien dans ce qu'elle vous apportait? Moi, j'avais cru entendre à l'époque, mais alors vous allez me confirmer ou pas, qu'elle vous faisait écouter vos chaussures. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, ça, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais qu'il y a un rapport, un lien directement avec l'objet qui est... Non, c'était vous travailliez comment, alors? Plutôt une dynamique plutôt spirituelle, d'énergie, de choses comme ça, mais pas... non, pas les chaussures. Pas jusque-là. C'était plus de la conversation, quoi, c'est-à-dire de l'échange. De la conversation, des massages, des choses comme ça, mais c'est au fur et à mesure que le temps passe qu'on se rend compte qu'on ne va pas tout à fait dans la même direction. Et heureusement qu'à un moment donné, on a un certain discernement, et c'est ça qui est important. L'athlète, même s'il se fait accompagner, doit toujours avoir un certain discernement dans la réflexion qu'on lui amène, quoi. C'est lui qui prend la décision au dernier moment, de toute manière. Quand il est sur la piste comme vous. Même si c'est une aide, on doit être maître en fait, de ce qu'on décide, de ce qu'on fait dans cette action. Christine, vous pensez que vous auriez été championne olympique sans elle? Je voulais dire, est-ce qu'elle m'a empêché d'être championne olympique? Par exemple, ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Certainement que j'ai été pénalisée, mais je ne pense pas non plus que j'aurais été championne olympique, mais en tout cas, j'aurais peut-être pas été demi-finaliste, ça c'est sûr. J'aurais fait beaucoup mieux. Beaucoup mieux, effectivement. Bon, c'est déjà une première explication. Évidemment, cette émission en direct, vous pouvez réagir et intervenir. La parole est libre, hein, et évidemment, la parole circule. Yann Eliès, vous, concrètement, ça vous sert, la préparation mentale, ça vous sert pour conserver votre instinct de survie, parce que parfois, quand on est en mer, on peut prendre quelques risques, notamment sur le Vendée Globe. Vous avez eu un incident assez particulier. Vous avez passé 3 jours en mer, dans l'eau, à cette époque-là. Ou alors, ça vous permet de gagner les courses et d'avoir l'instinct du vainqueur qui va vous donner l'impulsion pour aller au bout. Ouais, je crois que dans la survie, dans l'accident que j'ai eu, ça n'a pas joué grand-chose. Je crois que là, c'est l'homme qui est fait comme ça et qui a l'instinct de survie ancré en nous. Quand on a l'instinct de survie quoi qu'il arrive. Non, la préparation mentale, je pense qu'elle sert plus effectivement dans un objectif de performance. L'objectif étant toujours d'arriver à une certaine autonomie. Concrètement, sur quoi moi j'ai travaillé au début, ça a été une façon de s'entraîner en étant blessé, c'est-à-dire en travaillant les manœuvres mentalement, j'arrivais à finalement m'entraîner sans pouvoir aller sur l'eau. Vous projetiez, vous imaginiez... Voilà, on appelle ça l'imagerie mentale. C'est ça, c'est un peu la programmation neurolinguistique, on est d'accord, c'est ça, ça ressemble à ça. Ça ressemble. Denis Troche, on est d'accord, hein, ça ressemble étonnamment à ça.
Ça peut être aussi gérer son stress avant un événement important. Je sais que moi, j'avais du mal la veille du départ d'une grande course à dormir, à rester les idées claires, être capable... Donc là, c'est toujours de la visualisation? Oui, pour s'endormir, oui. Ouais. Pour s'endormir, c'est toujours la visualisation, ouais. Et puis, après, plus globalement, et là où ça m'a vraiment aidé, c'est sur l'engagement, être capable de se transcender, de trouver des raisons, d'aller toujours un petit peu plus loin dans la performance. En 2001, il y avait un coureur qui avait gagné la Solitaire du Figaro. Je ne comprenais pas comment il arrivait à rester 10 heures à la barre, trempé, et arriver au bout à la gagne, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher et d'aller me changer, quoi. Et voilà, en discutant avec le préparateur mental, j'ai réussi à trouver mes propres raisons de me dépasser et d'aller être toujours plus loin. Là, on est quand même dans une école un petit peu différente de ce que vous avez connu, Christine. Ce qu'est en train de dire Yann, ça ressemble pas trop à ce que votre psychothérapeute à l'époque vous apportait sur la visualisation des événements, sur la gestion du stress. Non, pas du tout, mais ce dont il parle, je le comprends très bien, parce que c'est ce que moi, en fait, j'ai fait par la suite, mais un peu toute seule, quoi. La visualisation, c'est une technique que j'utilise. Vous voyez gagner, quoi. Pas nécessairement, on voit pas nécessairement tout de suite la gagne, mais moi j'ai commencé à faire de la visualisation toute seule. J'étais minime, c'était systématique. En fait, je voyais en fait mes courses, c'est-à-dire que je regardais le départ. En fait, je voyais toujours le côté technique des choses, comment faire les choses, enfin la réalisation technique la plus parfaite dans ce que je voyais, quoi. Et de toute façon, si c'est bien fait, c'est bien effectué, il y a la victoire au bout. Donc, mais c'est une technique que j'ai toujours utilisée, même après, et ça marche très bien, quoi. Denis Auguin, vous êtes occupé notamment d'Alain Bernard pendant très longtemps, 13 années passées avec Alain Bernard, avec ce titre de champion olympique, évidemment à Pékin. Je crois quand même que sur le relais, quelques heures auparavant, il était sans dessus-dessous. Non mais et moi j'attends la réponse, parce que apparemment vous avez fait un travail phénoménal. Ça n'enlève rien aux qualités d'Alain Bernard, qui est un champion monstrueux, on est d'accord. Mais du moment où ça s'est mal passé sur le relais, vous ne l'avez plus lâché jusqu'à la finale pour qu'il obtienne le titre olympique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Et là, est-ce qu'on parle de préparation mentale également? Je crois d'abord que, comme je disais tout à l'heure, la préparation mentale, c'est le premier préparateur mental, c'est le coach. Bien sûr. On avait beaucoup travaillé sur les jeux avant. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la préparation mentale, mais on avait beaucoup travaillé, bien séquencer les courses. C'est-à-dire que le relais, c'était une chose, le 100 mètres, c'était une chose, le 50, une autre. Et puis, la meilleure des préparations mentales, c'est qu'Alain est arrivé, malgré tout, au jeu, certain de sa forme physique, technique. Et je crois que déjà, là, on part sur les bonnes bases. Bien sûr. Voilà. Après, comment on a fait comme je vous l'ai dit, on a beaucoup travaillé auparavant, préparé l'événement. Et en sortant du relais, déjà, je l'ai de suite sorti de la piscine. J'ai dit la récup terminée. On sort de la piscine parce que c'était le drame national. Donc, il fallait absolument le sortir de la sinistre. On rappelle le contexte. Hein. Dans le relais, c'était le 4x100, c'est ça? Oui, 4x100. C'est à cause de lui, pardon, hein, si la France n'a pas un bon résultat. On est d'accord? Oui. Alors que c'est quand même un champion. On peut ne pas être d'accord sur la... Bon, voilà. Pardon pour le raccourci. Qu'avez-vous fait quand la nation était en péril, alors? Donc, une fois la nation en péril, donc, avec Claude Fauquet, qui était le DTN, on voit une espèce de sinistrose qui s'empare un peu de toute l'équipe. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'on reste là, quoi. Donc, on a essayé de trouver un coin, entre guillemets, intime. Le problème, c'est que dans un village olympique, ça n'existe pas. Alors, le truc le plus sympa qu'on a trouvé, c'est 2 chaises au bord sur une pelouse. On est resté là 1 heure à discuter. Alors, il y a au milieu de tout le monde qui passait. C'était un peu surréaliste comme situation. Et non, mais je me suis tout simplement appuyé à lui rappeler tout le travail qu'il avait effectué. Que ça faisait, à l'époque, 10 ans qu'il travaillait pour ça. Qu'il était en forme, parce que son chrono était tout à fait correct, tout à fait bon même. Et puis, je crois qu'il y a le plus important, c'est que on avait une confiance mutuelle l'un dans l'autre. Et je crois que ce qui a fait la bascule, c'est ça, c'est qu'il a cru vraiment ce que je lui disais. Alors, je lui mentais pas, parce que sinon, voilà. Je pense que j'aurais pas été pertinent et convaincant, mais on a une telle confiance l'un à l'autre que quand je lui dis, tu vas quand même y arriver, tu as bien nagé, c'est plus un fait de course qui a fait qu'on a perdu le relais qu'une contre-performance. On a tout fait, tu es en forme. Voilà, après,
Il n'y a pas eu de technique. Vous avez poussé les bons boutons, actionné les bons leviers et mis Oui, les points sur les i parce que vous les connaissiez boutons bien. étaient enclenchés avant. C'est clair. C'est-à-dire, ce jour-là, j'aurais pu être... si on n'avait pas eu cette relation auparavant... Oui, mais si vous n'aviez pas parlé dans la pelouse avec les deux chaises comme ça tous les deux, peut-être qu'il n'aurait pas été champion olympique. Peut-être. Oui, peut-être. Mais alors, j'aurais été vraiment idiot de ne pas le faire, quoi. Bah évidemment, voilà. Vous avez passé un tel bon moment dans la conversation, évidemment, dans cet échange. Denis Troche, la confiance est importante. La confiance est importante entre l'entraîneur et son sportif ou sa sportive, ou entre l'entraîneur et son équipe. On parlera du sport collectif tout à l'heure. Mais quand on travaille avec un sujet, Denis, obtenir la confiance rapidement, c'est possible ? Rapidement, en ce qui me concerne, je ne fais pas appel à qui que ce soit. Ce sont les gens qui viennent. Et il est nécessaire que la personne, que l'athlète, ou que le sportif, ou même le dirigeant d'entreprise, vienne de lui-même. Il faut qu'il y ait cette volonté de contact, de relation. Et c'est en fonction de ça qu'on peut véritablement commencer quelque chose d'important. L'athlète a besoin, dans des circonstances comme vient d'expliquer Denis, il a besoin de retrouver une certaine estime de lui-même parce qu'on lui rappelle simplement ce qu'il a raté, alors qu'il a 90% de bonnes choses. Et ce qu'a fait Denis, c'est tout simplement un boulot de coach, mais de coach et d'entraîneur, c'est de dire... Voilà où tu en es, voilà ce que tu as fait. Ne ressasse pas les choses négatives parce que ça va t'emmener vers la défaite. Donc rappelle-toi du travail, rappelle-toi de ce que tu as fait. Et c'est tout simplement une approche très professionnelle et on peut parler de préparation mentale. Mais la préparation mentale, on en fait tous les jours. Hein. Quand on se prend pour Zidane, quand on est gamin, quand on se prend pour Virin, quand on est sur le vélo, quand on se prend pour Christine Aron pour faire des courses. On est dans cet état-là. Les jeunes sont on s'identifie, on se met dans la peau d'eux ou dans la tête. On se permet de... Et le coach ou le préparateur mental est très important pour justement jouer le beau rôle et mettre le sportif dans les meilleures conditions. Votre modestie vous honore, parce que je faisais allusion tout à l'heure à Sandy Cazard qui vous rendait hommage, Denis Troche. Regardez sur les réseaux sociaux, sur le hashtag question de sport, QDS, c'est qui ? C'est d'ailleurs François Pervis. Voilà, François Pervis qui vous remercie de votre aide pour lui avoir permis notamment de décrocher son premier titre de champion du monde, après lequel il courait depuis 10 ans. C'est pas vous encore, c'est toujours pas vous, c'est lui. Sincèrement, là je suis pris d'émotion. Sincèrement, parce que... C'est en direct, c'est son adresse, mais c'est pas, compte Twitter. C'est pas ce qu'on attend, je crois que... Ce que vous attendez, c'est simplement... résultat. Non, c'est l'étincelle que la personne a dans l'œil. L'œil qui brille, ça suffit amplement. Je crois qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Alors là, c'est le comble, effectivement, de savoir que François a réussi quelque chose de beau. Mais il l'a mérité. Depuis 7 ou 8 ans, il finissait 3e, 2e, 4e. Et il a fallu simplement une écoute. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors il y a des sportifs comme François Pervis ou d'autres encore pour qui la préparation mentale est un succès. C'est le cas de Charles Rosoy, nageur handisport qui est devenu champion paralympique du 100 mètres papillon à Londres 2012. Il s'est même entouré de tout un staff pour travailler notamment sur le mental. Le sportif nous a ouvert les portes de son secret de fabrication. Nous avons même assisté à une séance d'hypnose et paraît-il avec l'hypnose on voit la vie en rose. Regardez le reportage à Dijon de Cécile Bartoli. Jusqu'à 3, bien 3, tu partiras dans un profond soin hypnotique. Mais déjà, le fait d'entendre ma voix, l'hypnose a déjà commencé, tout se détend, se relaxe, s'alourdit de plus en plus, tout devient lourd et détendu. Dormir, complètement dormir, sommeil profond, descend maintenant. L'hypnose pour aborder au mieux une grande compétition internationale, le nageur Charles Rosoy y croit. Plusieurs mois avant les Jeux paralympiques de Londres, il a travaillé avec le mentaliste Fabien de Forest. Résultat, un titre décroché sur le 100 mètres papillon. Il m'a fait faire des choses qui étaient inutiles sur le moment, puisque c'était un jeu, c'était plus de l'hypnose de scène, mais ça m'a bien montré que ça marchait. Nicole Ortiz, sa coach de vie, est l'autre personne importante de son entourage. Après une intense reprise de l'entraînement, elle sonde son état physique et mental. Ok, tu me dis comment tu vas? Là, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on a décollé trop vite au niveau de la natation, on a nagé trop vite beaucoup. Tu te sens que tu n'arrives pas à te faire entendre? Exactement. Sa coach de vie se charge de faire le lien avec l'entraîneur et d'instaurer un dialogue pour que tous trouvent une solution aux problèmes évoqués. On a dans la séance 2 axes. Il y a un premier axe qui est de percevoir comment ils se sentent, là dans l'instant, au moment où ils sont posés. C'est souvent un espace pour eux. Et puis en même temps, mettre de la perspective à l'objectif et au projet qu'ils ont en tête. Donc le travail est double. Et c'est repérer à l'instant T qu'est-ce qui peut être parasite par rapport au projet qu'ils peuvent avoir. Charles Rosoy s'est entouré d'une équipe très complète.
Aux côtés de son entraîneur, ces 2 préparateurs mentaux ont chacun leur rôle. Le premier le met en condition avant les grandes échéances, la seconde l'aide à réorganiser son quotidien. Avec Nicole, c'est un dialogue plus permanent où elle m'apporte, elle m'amène à une réflexion. Elle m'amène à une réflexion, elle me propose de la faire moi-même. Elle m'aide à voyager à l'intérieur de moi-même. Fabien faisait le voyage plus pour moi. C'est lui qui m'aidait et qui incrustait des choses dans mon inconscient. Elle part pas. Son entraîneur Sylvain Fréville n'a jamais été contre l'idée d'un préparateur mental, mais a conseillé à son nageur de ne pas s'adresser à n'importe qui. Je l'ai quand même mis en garde sur les différentes personnes qui pouvaient y avoir autour de la préparation mentale, parce qu'il y a des très bons et il y en a qui sont très mauvais. Et c'était plus une mise en garde pour lui. Et là où vraiment je me suis dit c'est vraiment quelque chose, on a bien fait de le faire, c'est au moment où il est arrivé au jeu et arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire les différents problèmes qu'il peut y avoir là-bas. Et la façon dont lui il a réagi par rapport à ça. Il a dit de toute façon je suis prêt, ce ne sera pas ça qui perturbera ma performance. Charles Rozoy est parti pour une nouvelle aventure direction Rio 2016. Confiant, il est convaincu qu'aujourd'hui il est entouré au mieux pour aller conquérir un 2e titre olympique. Voilà, Denis Hauguin, vous avez le sentiment que c'est la préparation mentale qui a fait ça et qu'il l'a fait champion paralympique? Je connais un petit peu Charles, mais pas plus que ça. On se côtoie de temps en temps, mais je ne sais pas si c'est que la préparation mentale. Je crois qu'il ne faut pas oublier que ce garçon s'entraîne 5 heures par jour dans des structures de qualité avec des entraîneurs de qualité. Voilà. Après, je connais pas plus que ça. Mais c'est pas impossible en tout cas. La préparation mentale, c'est qu'une partie, je pense, de la réussite. On peut l'évaluer en pourcentage ou pas, cette partie-là? Pour vous, dans votre cas, Yann, ça représente combien de vos performances, la préparation mentale? Vous lui devez combien en pourcentage? 10, 20, 30%? C'est difficile à dire, mais je crois qu'à certains moments, on n'est pas loin des 20%. Je pense, de la performance. Il y a d'autres, peut-être beaucoup moins. Ça fait quand même gagner des dixièmes ou des centièmes de seconde, ça, Christine Aron, la préparation mentale, si ça représente 20 ou 30%? Ça dépend de la préparation. Ça dépend de la préparation. Comme Denis le disait tout à l'heure, moi je pense plus qu'il s'agit d'une relation de confiance vraiment avec le coach. Et pour moi, la préparation mentale, elle commence déjà tous les jours à l'entraînement, quoi. Ouais. Et quand on arrive en compétition et qu'on sait qu'on a travaillé, qu'on est fort, je crois que ça aide beaucoup. Et puis après, à côté, il y a le dialogue qu'on instaure avec son coach, justement pour déceler peut-être les jours où on est un petit peu plus en faiblesse et qu'il trouve les mots justes pour nous réconforter, pour justement déclencher, qu'il n'y ait pas d'entrave à la performance. Ouais. Vous, Denis Troche, vous travaillez principalement sur quoi? Sur la gestion du stress, sur la perspective de la victoire, sur la gestion d'une blessure aussi. C'est vrai que Yann en disait, il a profité de sa blessure, mais c'est ça. Il y a un tas de champs possibles. Ça peut être effectivement le stress, l'estime de soi. Mais je crois que la préparation mentale est là simplement pour tirer la quintessence du potentiel de l'athlète. C'est-à-dire que lui seul, avec l'entraînement, il va gagner. C'est l'entraînement qui va le faire gagner, c'est pas la préparation mentale. La préparation mentale va simplement l'accompagner, si nécessaire, parce qu'il y a bien des sportifs qui n'ont pas besoin de cette préparation mentale, qui sont suffisamment forts et équilibrés pour pouvoir avancer. D'autres, par contre, ont peut-être, par moment, pour débloquer quelque chose, avoir une autre vision des choses. Oui, ça sera peut-être... Est-ce que vous étiez déjà préparateur mental lorsque vous étiez entraîneur de football? Adjoint au Paris Saint-Germain, finaliste de la Coupe de France avec Amiens, à Troyes, dans votre carrière. Est-ce que vous étiez déjà finalement un préparateur mental dans l'âme? L'entraîneur, comme disait très justement Denis, l'entraîneur a cette faculté de pouvoir emmener les gens, les accompagner, leur donner la possibilité de se sublimer. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais vous n'aviez pas les techniques? Il me manquait beaucoup de choses. Il me manquait énormément de choses et je ne voulais pas me lancer dans cette profession d'accompagnement sans avoir compris les mécanismes, que ce soit de la préparation mentale, du coaching ou de l'accompagnement, qui est nécessaire pour éviter de faire des bêtises. Et donc je me suis remis aux études à 40 ans, donc tout est possible. Et aujourd'hui, vous êtes heureux avec la préparation mentale? Oh, regardez ma tête. Ouais. Est-ce que vous pensez que le football me manque? Mais vous étiez déjà comme ça lorsque vous étiez entraîneur, Denis Troche, avec la moustache, oui, parce que je suis né. Oui, avec la moustache, mais vous étiez moins souriant. Oui, mais j'avais peut-être un peu moins de cheveux blancs aussi.
Je verrai avec vous, Denis Troche, si c'est facile effectivement d'apporter de la préparation mentale ou de rentrer dans les détails de la préparation mentale avec une équipe de football. On sait que Laurent Blanc, à l'époque sélectionneur de l'équipe de France, avait eu quelques difficultés à le faire accepter par certains joueurs. On va rester sur le cas des exemples encore des sportives ou des sportives qui louent la préparation mentale. C'est le cas de Marion Roland, la championne du monde de descente de ski, qui a été championne du monde, mais qui avant avait été gravement et bêtement blessée. Mais elle avait fait appel à un préparateur mental bien avant, c'était en 2009. Vous allez entendre son témoignage. Elle est très émue parce que notre reporter Jérôme Marier lui a demandé de revenir sur ses années difficiles et puis sur la victoire. Donc elle a encore les larmes aux yeux, mais elle s'explique et loue effectivement la préparation mentale. Marion Roland. On a beaucoup travaillé sur ma sensibilité, sur essayer d'en faire une force, en fait, de ne pas me changer parce que ça ne sert à rien d'essayer de changer ma nature, mais essayer de justement l'accepter et puis d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Le fait de travailler avec lui, ça m'a déjà permis de mieux me comprendre, mieux comprendre comment je fonctionnais. Savoir que je ne fonctionnais pas spécialement comme les autres filles de mon groupe. Et après, on a changé quelques petits trucs qui n'allaient pas. Pas forcément les changer complètement, mais voilà, les faire évoluer. C'est de travailler sur mes points forts, d'essayer de les renforcer, mais essayer aussi de faire limiter en fait, la frontière entre mes points forts et mes points faibles. En France, on a un peu justement cette idée que les préparateurs mentaux, c'est des personnes qui veulent forcément te donner une façon de penser et justement un peu comme un gourou d'une secte qui va te bourrer le crâne avec une façon de faire et une méthode. Alors qu'aux États-Unis, même peut-être en Autriche, c'est beaucoup plus décomplexé et en France on a un petit peu cette peur. C'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas un psychanalyste, mais c'est quelqu'un quand même qui va travailler sur ton mental, autant sur ton histoire personnelle que sur ton histoire de sportif. Donc c'est quand même hyper important d'avoir le plus de confiance en ces personnes-là. Le témoignage de Marion Roland, la skieuse. Denis Hauguin, est-ce qu'à travers ce témoignage, on peut dire que les champions, les championnes, les sportifs de haut niveau sont plus fragiles psychologiquement que le commun des mortels ? Non. Parce qu'ils ont des capacités peut-être physiques au-delà de la moyenne, mais qui sont peut-être plus fragiles. Donc il faut y faire attention. Je ne pense pas qu'ils soient plus fragiles, au contraire, ce sont des gens plutôt déterminés, et donc ça amène une solidité. Par contre, ils sont exposés à des événements qui sont de l'ordre de l'exceptionnel. Donc forcément, face à ces événements exceptionnels, ces pressions de record du monde, ou de records, ou de titres, de médailles, forcément, vous êtes dans des situations qui sont pas faites pour, entre guillemets, des gens de tous les jours. De tous les jours. Vous avez le sentiment aussi, Christine, que les sportifs sont plus forts que le commun des mortels, mentalement, physiquement, ou qu'au contraire, il faut faire beaucoup plus attention? Ça dépend des sportifs. Je veux dire, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il y a des sportifs qui sont très forts, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faibles, entre guillemets, dans leur tête, qui ont besoin d'aide, d'assistance. Mais la plupart des sportifs, quand même, je pense, ont du caractère, ils savent bien ce qu'ils veulent, donc ils ont quand même... Vous vous situez dans quelle catégorie, vous, Christine? La deuxième? Guerrière. Ouais, j'en étais sûr. Je préférais vous poser la question. Mais ceci dit, à un moment donné, on se retrouve quand même des fois dans des circonstances qui font qu'on se sent un petit peu, pas faible, mais bon, un petit peu démuni. La même personne peut avoir des moments où elle se sent la plus forte du monde, il y a des moments où elle se sent la dernière des derniers. C'est comme quand on gagne et qu'il y a une victoire, et quand on a la défaite, il faut savoir gérer la défaite pour pouvoir remonter, quoi. Donc voilà, il y a ces deux facettes du sportif de haut niveau. Le mental, la psychologie pour les marins, c'est important. Ouais, c'est une course d'endurance en plus, c'est une course tactique, c'est une course d'endurance si on parle du Vendée, le Figaro c'est une course de rapidité. C'est important, c'est un stress. C'est un sport en solitaire où on est souvent face à soi, face à ses propres qualités, ses propres défauts. Il n'y a aucun échappatoire, on ne peut pas se tricher, on ne peut pas tricher avec soi-même. Donc il y a des moments clés, c'est sûr. Quand tout à l'heure je parlais de dépassement de soi, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut être capable presque
te poser le cerveau et de faire subir au corps des choses que d'habitude ne serait pas capable d'accepter en temps normal. J'ai en souvenir la dernière étape de la solitaire de Figaro cette année où je suis allé chercher vraiment très loin cette victoire-là et que je pense qu'en temps normal, je serais allé me coucher, quoi. Vous avez appliqué ce que vous aviez appris avec la préparation mentale? Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que l'objectif, ça reste l'autonomie du sportif. Hein. La préparation mentale, c'est à des moments clés pour franchir peut-être des paliers. Mais aujourd'hui, la préparation mentale, je la fais tout seul. Je suis autonome. Et, on vous a donné des bases? On m'a donné des bases, des outils, des clés, et maintenant à moi de jouer. Alors justement, ces clés, ces outils, Denis Troche, quels sont-ils? On a parlé tout à l'heure de programmation neurolinguistique, il y a la sophrologie aussi, que les sportifs peuvent connaître. Voilà, la psychanalyse, psychothérapie, imagerie mentale, fasciathérapeute aussi. Oui, peu importe. Tout marche? Ça, je ne sais pas si tout marche. Je sais que ce que j'utilise, je maîtrise. Ensuite, est-ce que ça marche? À partir du moment où ça ne fait pas de mal, c'est déjà quelque chose qui est pas mal déjà. Parce qu'il y a tellement d'outils qui pourraient ne pas convenir à la personne qui est en face et qu'on utilise parfois. Et là, je pense qu'il y a risque. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'effet placebo chez le champion? Parce que finalement, c'est lui qui vient vous voir ou c'est lui qui vient voir le préparateur mental qui est en demande. Donc forcément, il est peut-être plus ouvert. Son inconscient est peut-être plus ouvert. Complètement. Ouais. Mais cet accueil de l'athlète fait partie aussi de la construction de l'homme qui est en face. Il a peut-être besoin à un moment donné de se confier, d'échanger, de connaître le pourquoi du comment. Et en fin de compte, dans l'approche, je pense que la chose la plus importante, c'est d'expliquer tout ce qu'on donne, tous les outils qu'on donne à l'athlète. Il est normal qu'il comprenne et qu'il puisse se les approprier. Et à aucun moment, on doit rendre l'athlète dépendant de qui que ce soit. Ouais. Pour moi, l'athlète doit être à tout moment autonome. Et ça, c'est essentiel. Je ne vais jamais sur les compétitions. Je donne des outils. Ils connaissent les sorties, les entrées des outils. Ils connaissent absolument tout. Et je crois que ça, c'est essentiel pour la confiance. Vous, Christine Aron, vous seriez prête à réutiliser une autre méthode peut-être de préparation mentale où vous y avez peut-être pensé ces dernières années? J'y ai pas trop pensé, mais bon, c'est vrai que quand je l'écoute parler, je me dis pourquoi pas, je ne suis pas fermée. C'est pas parce que j'ai eu une expérience, des expériences malheureuses que je pense bien que la préparation mentale peut aider. Mais ça dépend des gens. C'est comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un effet placebo? Si l'athlète se connaît bien, je pense qu'il et s'il n'est pas de mauvaise foi, il sait très bien si ça marche ou pas sur lui, quoi. Il sait très bien s'il y a des réponses aux questions qui se posent et s'il avance dans sa démarche de performance. Alors c'est vrai qu'en France, il y a plusieurs méthodes, on l'a dit. Il y a une personne qui est une référence dans son domaine, en tout cas en la matière. Vous la connaissez peut-être, c'est Isabelle Inchospé, qui est docteur en psychologie au CREPS de Toulouse. Elle a travaillé notamment avec Tony Estanguet, avec Amélie Mauresmo ou encore avec le golfeur Grégory Bourdi, qui témoigne justement de la préparation mentale. Et vous allez entendre la psychologue du sport juste après. J'ai essayé de rien laisser de côté, de rien négliger. Donc la préparation mentale passait par là, parce que pour être au plus haut niveau, il faut un très bon mental. Donc je me suis dit qu'il fallait faire appel aux meilleurs dans ce secteur-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma psychologue que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Donc ça fait même plus de 10 ans qu'on travaille ensemble avec Isabelle Inchospé. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré, puis que ça continue toujours, même si on travaille différemment qu'au début. Mais on est toujours sur essayer de faire le mieux possible, d'être le mieux préparé mentalement pour aborder chaque échéance. Moi, j'ai une formation de docteur en psychologie, donc j'utilise les mécanismes qui construisent individuellement les gens. La grosse différence avec ce que vous pouvez connaître dans un suivi hors sport, c'est que s'il y a une pathologie, entre guillemets, s'il y a une pathologie non gênante pour la vie sociale, mais s'il y a un trait un peu marqué, moi je vais l'utiliser pour performer avec l'athlète. Alors que dans la vie, on va dire, plus classique, on va avoir tendance à atténuer ce trait-là pour que socialement ça soit adapté. Je ne connais pas d'athlètes de haut niveau qui sont, je mets des mots entre guillemets, équilibrés, parce que pour faire tout ce qu'ils font pour souffrir autant qu'ils souffrent, pour se dépasser comme on doit se dépasser, c'est pas des gens normaux tels qu'on a dans la vie quotidienne. C'est des gens qui ont des choses différentes à régler, à jouer, à miser, et qui règlent ou qui misent dans le sport.
Voilà, et apparemment ça marche dans tous les sports, notamment les sports individuels. Est-ce que vous avez le sentiment, Denis Hauguin, que ça peut marcher dans les sports collectifs ? Alors là, je suis un peu dans la... Je poserai la question à Denis Troche ensuite. Ouais, J'ai l'impression que ça peut s'adapter. Dès lors qu'il y a un entraîneur. Plus néophyte là-dedans. Dès lors qu'il y a un entraîneur qui s'adresse à une ou à plusieurs personnes. Évidemment, c'est à partir du moment où il y a un entraîneur qui est un groupe ou une personne, il y a un travail à faire. Parce que ça peut être un groupe d'entraînement aussi. Vous pouvez avoir plusieurs nageurs et donc le message va peut-être s'adapter à l'un ou à l'autre, mais c'est un message collectif aussi. Sur un sport individuel, on entraîne de façon collective, j'ai envie de dire. Et la gestion d'un groupe, elle est la même qu'un groupe de sport collectif. Au quotidien, il faut s'occuper de tout le monde, de chacun différente, avec un peu des arguments et des armes différentes à chaque fois. Peut-être se servir des aspérités différentes aussi, des personnalités différentes. De chaque personne. Est-ce que c'est ce que vous avez fait, Denis Troche, ou est-ce que c'est ce que vous feriez si vous deviez travailler avec une équipe de foot ? Vous allez travailler avec une équipe de foot d'ailleurs prochainement. L'histoire de travailler en groupe, le discours doit être un discours commun. Par exemple, on va travailler sur un thème qui sera la motivation, la concentration. On va faire un exposé sur une intervention sur un groupe, sur la motivation, comme tout un chacun est capable de faire. Et chaque individu doit prendre pour lui ce qui l'intéresse. Et il peut voyager en fonction du discours collégial. Mais vous avez conscience que certains peuvent être réfractaires ? Bien entendu. Je prends l'exemple du football Mais que vous connaissez très bien avec l'évolution de certaines générations et des jeunes générations. Est-ce que vous avez le sentiment, Denis Troche, qu'ils seront à l'écoute, les jeunes joueurs d'aujourd'hui, les footballeurs professionnels ? Moi, je pense qu'ils le seront et qu'ils le sont. Après, il s'agit de faire passer un message. Il est bon avant toute chose, et pas essayer de les forcer à faire quelque chose, mais simplement leur faire prendre conscience par des micro-chocs émotionnels qui vont faire prendre conscience à la personne. Et derrière ça, elle va réfléchir. Mais si on lui demande tout de suite du résultat, c'est impossible. Moi, on m'a demandé de travailler avec des sportifs de haut niveau, et principalement des footballeurs. J'ai refusé. J'ai refusé tout simplement parce qu'on me demande du résultat. Un résultat, on va me dire au bout de 3 semaines, 1 mois, il faut qu'il y ait du résultat. Ça, je suis incapable de le dire. Incapable. Et ça serait mettre une pression sur l'athlète, sur la personne, et c'est pas légitime. Donc je crois qu'il y a un temps, c'est pour accompagner la personne, mais on ne promet absolument pas la victoire. Quand vous me parliez de Sandy Cazard, j'ai presque honte d'entendre ça. Ça me... c'est lui qui le dit, c'est pas vous. Vous voyez, j'ai tenté de vous faire de la publicité, Denis Troche, et vous l'avez refusé. Bon, alors je vais continuer. Prenez-la, gardez-la. 6 jours après cette étape du Tour de France, un deuxième cycliste m'appelle et il gagne le lendemain. 6 jours après. Vous êtes un magicien. Non, absolument que je la fais. Mais non, Christine, vous voulez justement. La compétition de ce niveau, ça vous tente, Christine, avec Denis ? Il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul et vraiment beaucoup d'humilité, parce que c'est simple, c'est une écoute. À un moment donné, la personne est en demande de quelque chose parce qu'elle est proche de l'exploit. Elle s'en rend pas compte. Et comme elle est proche de l'exploit, elle a tellement donné de par le travail, de par l'investissement, qu'elle est prête à abandonner. Et c'est simplement une ouverture. Par exemple, ce que disait Denis tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu as fait depuis 3 semaines, 6 mois, 1 an ? Tu as préparé ça et là, tu voudrais abandonner ? Eh bien, à partir de ce moment-là, simplement cette ouverture donne la possibilité à la personne de se sublimer, d'aller chercher un rêve qu'elle n'a jamais pu penser atteindre un jour. Mais vous pensez que ce message peut s'adapter à tous les sports, à toutes les disciplines ? Pardonnez-moi, j'insiste un petit peu sur le football. J'ai pas envie de penser que tout un chacun est différent et qu'il y a des gens bien et des gens mauvais. J'ai pour envie de penser que les gens sont bons et qu'il s'agit simplement d'aller chercher cet aspect de la personne. Donc s'il n'y avait pas l'obligation de résultat, vous retravailleriez avec une équipe de football. Laurent Blanc a tenté avec l'équipe de France. Je crois que Raymond Domenech a aussi tenté la PNL à un moment, lorsqu'il était sélectionneur. À chaque fois, ça a été fin de non-recevoir, parce qu'ils sont totalement hermétiques. À partir du moment où vous êtes demandeur, en tant que coach, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que ça vienne du sportif. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Maintenant, on peut répondre aux demandes par bien sûr. Des choses. Yann Elias, est-ce que vous avez le sentiment que la préparation mentale, c'est aussi le rituel du sportif, l'habitude ou la superstition je ne sais pas si vous en avez, vous, Christine, des petites superstitions, des rituels, mettre d'abord la chaussure droite, enfin, vous voyez, porter le même maillot. Est-ce que ça fait partie de la préparation mentale ? Est-ce que vous avez, vous, un rituel quand vous entamez une course, lorsque vous êtes à bord ? Oui, dans la préparation d'une manœuvre, le point de départ, ça peut te boire une gorgée d'eau et ça signifie que la manœuvre démarre.
Ça peut être aussi, je sais pas, un moment de grand stress, un moment de départ de course, ne pas oublier son sac ou sa polaire ou ses gants, et essayer de ritualiser un petit peu voilà, un cheminement mental. Un cheminement qui amène au point de départ, qui est le départ de la, être dans de la performance. Dans les meilleures conditions, se sentir à l'aise, se sentir un peu chez soi. Mais on a le sentiment quand même, Christine, que tous les sportifs sont prêts à ça depuis toujours. Vous savez, cette préparation mentale, les encouragements entre copains, entre copines, entre athlètes. Allez, ce soir on gagne, hein. Bien sûr qu'on va essayer de gagner ce soir. On l'a fait tous plus ou moins à sa façon, la préparation mentale, même si on n'est pas sportif de haut niveau. Sauf qu'après, on rentre dans peut-être certaines problématiques qu'on a besoin de régler quand on se retrouve face à certaines situations qu'on retrouve dans la compétition. Et c'est là peut-être que des fois on a besoin de certaines clés qu'on n'arrive pas à trouver tout seul et peut-être qu'un préparateur mental peut nous y aider. Pourquoi pas? En tout cas, ce débat est passionnant. Préparation mentale, la question posée, est-ce que c'est bidon ou indispensable? Pour l'instant, c'est quasiment indispensable, mais c'est loin d'être bidon. On va voir dans la deuxième partie si vous allez changer d'avis. Vous pouvez évidemment continuer à réagir. Je sais que les questions sont très nombreuses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre directement aux cas individuels à chaque fois, mais il y a beaucoup de questions pour les enfants de certains de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous restez avec nous, une page de publicité. Je vous conseille d'être là dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on continue à converser avec nos invités, mais surtout, Fabien de Forest, qui est mentaliste, magicien, va nous rejoindre. Et à la toute fin de l'émission, il va hypnotiser quelqu'un en direct. Il va l'endormir. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec ses patients ou avec ses clients qui sont aussi des sportifs. A tout de suite dans Questions de sport. Retour sur le plateau de Questions de sport sur l'équipe 21 avec cette question qui nous intrigue ce soir. La préparation mentale chez les sportifs, indispensable ou bidon? Pour y répondre avec nous, nos invités. Christine Aron, avec Denis Hauguin, avec Yann Eliès, Denis Troche. Merci d'être avec nous. Et Fabien de Forest. Bonsoir Fabien. Vous êtes magicien, vous êtes mentaliste, vous êtes illusionniste. Vous faites un petit peu les trois. Vous avez travaillé avec des sportifs. On vous a vu tout à l'heure dans le sujet avec Charles Rosoy, notamment sur l'hypnose. Est-ce que, en termes de préparation mentale, ce que vous faites, notamment en matière d'hypnose, est-ce que c'est sérieux ou c'est de l'illusion? Ah non, c'est loin d'être une illusion. Parce que la magie, c'est de l'illusion, on est d'accord? La magie, ça peut être de l'illusion. Il n'y a pas que l'illusion qui forme la magie. Mais la préparation mentale sous hypnose, c'est quelque chose de bien réel. Et la preuve, il a eu les résultats escomptés. Et ça a été un travail pendant quelques mois par rapport à ça, 8 mois exactement. Vous avez le sentiment que vous avez beaucoup apporté à Charles Rosoy dans votre préparation, dans sa préparation? Je pense, alors je vais reprendre un mot qu'il aime bien dire. C'est pour toi, Charles. C'est sa team. Donc je pense que c'est pas spécialement moi, je pense que c'est toute l'équipe qui a apporté. Donc voilà, je veux pas... On peut savoir comment vous intervenez quand même, à part l'hypnose, comment vous arrivez à instiller des idées pour gagner ou pour peut-être combler certains manques ou les carences qu'il pourrait y avoir pour atteindre les résultats? Oui. Disons qu'on travaille de la manière suivante. Il vient, il pose ses questions en disant voilà, j'ai quelques problèmes par rapport à certaines choses et on va travailler dans le but d'effacer ces problèmes. D'accord, vous rentrez dans son esprit en quelque sorte. On va enlever certaines croyances qui peuvent être limitatives. Mais pas spécialement pour lui, je veux dire, c'est tout le monde. Oui, pour tout le monde a tout des le monde, croyances, absolument. et quelles que soient les croyances que l'on a, malheureusement, ça peut nous bloquer ou nous freiner. Donc on va dire, effacer certaines croyances, ou tout au moins repousser ces croyances pour pouvoir arriver à des buts qu'on s'est donnés. Qu'avez-vous effacé chez des gens avec qui vous avez travaillé, pas forcément Charles Rosoy, mais ou d'autres? Qu'est-ce que vous êtes amené à effacer dans la mémoire des gens? La peur, qui est une des choses à laquelle on a l'habitude de voir très fréquemment. Les gens ont extrêmement peur, même s'ils ne le disent pas, on a toujours une peur au fond de nous. Quand on est confronté aussi à des adversaires, on a peur de l'adversaire, ça nous remet en question. La confiance en soi rentre aussi en ligne de compte. Donc l'avantage avec l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir augmenter cette confiance en soi à un stade recevable pour que la personne puisse atteindre son but. Alors à la fin de cette émission, dans un gros quart d'heure maintenant, vous avez bien voulu vous prêter au jeu, même si c'est pas un jeu, c'est-à-dire d'hypnotiser quelqu'un en direct. C'est-à-dire que vous allez l'endormir en quelques secondes et faire passer les messages. Non, mais c'est toujours assez impressionnant, mais c'est comme ça que vous travaillez, vous Fabien, avec notamment certains sportifs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christine, vous seriez prête à vous faire hypnotiser?
pour réussir? Si vous étiez sûr que ça marche et que ça fait gagner des courses. Disons, après, on peut toujours essayer. Hein. Si on peut enlever certains freins, certaines limites qui nous empêchent de progresser, pourquoi pas? Faut essayer, voir si ça... Mais je suis quand même assez... Dubitative? Oui, dubitative et curieuse de savoir comment ça fonctionne, parce que je pense qu'on va toucher à l'inconscient quand même quand on a ce genre de démarche. On touche l'inconscient d'ailleurs, c'est un peu le but de l'hypnose, autrement on reste dans la PNL. L'avantage de l'hypnose, c'est justement de rentrer dans l'inconscient. Et quelquefois, et ça c'est pas spécialement les artistes ou les athlètes, je pense que c'est tout le monde, on a beau vouloir quelque chose de toutes ses forces et on n'y arrive pas. Et il y a un truc qui bloque, on ne sait pas quoi. Et pourtant, on donne vraiment toutes ses capacités et ses forces, et malheureusement, on est bloqué par quelque chose qu'on ignore, qu'on n'arrive pas à connaître, qu'on n'arrive pas à savoir, et on n'arrive pas à passer outre. Et est-ce que vous arrivez toujours justement avec l'hypnose à débloquer justement à déverrouiller ces portes et ces craintes qui sont... Je m'y efforce tout au moins. Qui gênent les athlètes. Je m'y efforce à le faire. Pour l'instant, j'ai des bons résultats, je ne vais pas me plaindre. J'espère que ça va continuer. Mais le but, oui, c'est un peu ça, c'est surtout de débloquer un petit peu pour que la personne puisse se dire « Waouh, quelque chose qui était impossible, c'est facile ». Denis J'ai une question, est-ce que vous enlevez complètement, on va dire, une pensée négative de l'être de la personne, ou est-ce qu'elle est cachée, ou est-ce que cette pensée peut revenir? Voilà, c'est ça. Pourquoi la cacher? Pourquoi l'enlever? Alors qu'on peut la modifier. Voilà. Je partirai plus sur une modification en ce qui me concerne. Plus modifier une pensée négative ou une pensée tout simplement positive. Je trouve que c'est mieux. Et puis au moins la personne reste autonome et reste elle-même. Alors que si on enlève des choses, j'ai peur que ça peut altérer la personne. Là, on n'altère pas. On enlève simplement, on va transformer le négatif en quelque chose de positif. Un but qu'il doit atteindre, qui pour lui est peut-être irréalisable, en fait, on va faire en sorte pour que ça soit réalisable. Denis Troche, quel est votre sentiment sur l'hypnose? Il faut dire que l'hypnothérapie, c'est quelque chose qui est sérieux, l'hypnose. Il y a l'hypnose qu'on peut voir dans les films, qui peut être un peu l'hypnose de foire, et puis il y a l'hypnothérapie, non mais c'est vrai, et puis il y a l'hypnothérapie qui est, vous parliez tout à l'heure hors plateau, je crois, Fabien, de la communication ericksonienne et de la thérapie, l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson notamment, il y a plusieurs écoles. C'est quelque chose de très sérieux, Denis. Complètement, il faut prendre ça très au sérieux, et je pense que dans le milieu médical, on se sert de cette hypnose. Ce qui, pour moi, pourrait éventuellement être un frein, c'est si la personne reste dépendante d'une action ou d'une personne. C'est ça, c'est cette dépendance qui peut me faire peur, mais ça, c'est un avis perso. Vous avez l'impression que le mentaliste ou je n'ai pas la personne peut prendre le pouvoir sur le sujet? C'est ça que vous craignez? Ah, complètement. Complètement, oui. D'accord. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas le seul à pratiquer ce métier. Bon, vous êtes aussi magicien, donc vous avez plusieurs activités. Ça peut laisser perplexe. Des confrères ont des références, d'autres pas. Cécile Bartoli, notre reporter, a suivi un mentaliste, une sorte de Simon Baker français. Son nom c'est Pascal de Clermont. Il ne sévit pas en Californie comme Simon Baker, mais plutôt porte de Champéret à Paris. Voici son portrait. Je vous observez, vous et votre mari. Je voulais vous dire que je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'en avez pas la moindre idée. Si, je le sais. Je vous assure. La série Le Mentaliste, vous connaissez certainement. Depuis plusieurs années, elle fait nombre d'émules et beaucoup veulent s'essayer à cette pratique. Au Salon Zen, c'est carton plein pour Pascal de Clermont, mentaliste de profession. Bien évidemment, le mentalisme bénéficie d'un vent en poupe et d'une promotion média phénoménale depuis 3-4 ans. C'est une ouverture et cette ouverture, il va falloir l'utiliser pour poser des graines de développement et des graines intelligentes pour que les gens puissent se prendre en main. Certains sont séduits et suivent les conseils de Pascal depuis plusieurs années. D'autres restent très sceptiques. Alors ça a changé ma vie dans le sens où j'ai appris à me trouver déjà. Parce que j'étais quelqu'un de colérique, de dépressif. Et maintenant, je me cherche plus. Je sais qui je suis, je sais où je vais surtout. Pour moi, ça fait un peu charlatan, ça fait un peu attrape-nigo, c'est tout. Et je pense que quelque part, des fois, ils doivent profiter de la naïveté des gens et qui sont peut-être un peu perdus et qui se prennent à croire qu'ils ont des pouvoirs, c'est tout. Cette scène peut prêter à sourire, mais Antoine Launay, kayakiste prometteur, est l'un des sportifs à travailler avec Pascal de Clermont. Par cet exercice, ce dernier veut comprendre comment réagit le cerveau de son élève.
J'insiste beaucoup pour qu'ils travaillent sur, par exemple, les mouvements de mise en activation des centres reptiliens, dits archéocortex, au niveau du cerveau, qui est une partie du cerveau. On travaille sur les neurotransmetteurs, on travaille sur l'alimentation. Certes, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais Antoine, lui, est séduit. Alimentation, concentration ou régénération, tout est étudié pour qu'il aborde au mieux ses prochaines compétitions. Le mental coaching m'apporte énormément sur 4 facteurs qui sont l'acuité sensorielle, qui sont la régénération et la récupération, qui sont la concentration et l'intuition. Pour ceux convaincus par la pratique, des formations gérées par Pascal de Clermont existent. Comptez néanmoins un minimum de 2 000 € pour une dizaine de jours de cours. Voilà, Fabien de Forest, ça peut coûter plus cher, c'est dans les prix, c'est quoi, c'est bas de gamme J'ai vu tout un tas de prix différents. Donc on ne peut pas se tabler sur un tarif, il y en a tellement qui pratiquent, il y a des tarifs tellement variés. Donc il y a plus cher, il y a moins cher. Ouais. Bon. Vous êtes dans quelle gamme de prix? Accessible. Bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce que vous avez le sentiment, Denis Hauguin, que les sportifs peuvent, à un certain moment, quand ils sont en plein doute, parce que parfois les résultats ne viennent pas, il y a la gestion du stress, beaucoup de pression sur les épaules, que les sportifs peuvent devenir plus crédules qu'autrui? C'est possible, oui. Je pense que des situations, justement, quand des personnes, des sportifs ou d'autres, finalement, sont dans des situations délicates et difficiles, je crois que peut-être certaines personnes se laissent plus facilement tenter par peut-être ce qu'ils veulent bien entendre aussi, parce que souvent, pour les appâter, le système est relativement facile, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce que ne fait pas toujours le coach, parfois. C'est-à-dire? Parfois, on leur dit des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ah oui, vous leur dites pas parfois, pour les épargner. Non, mais des fois, on leur dit des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est peut-être pour ça aussi que des fois, c'est un peu tendu, mais et aussi pour ça que certains changent de coach. Mais effectivement, quelqu'un qui est en doute, ou proie au doute, peut sans doute plus facilement se laisser influencer. Se laisser influencer. C'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, pour votre cas personnel, avant Athènes. Votre psychothérapeute, Christine Aron, a peut-être un peu utilisé de votre crédulité parce que vous aviez envie de résultats, vous avez envie d'améliorer les performances, et qu'il y avait une pression qui était forte quand même. C'était pas à mes résultats, c'était parce que je recherchais aussi un certain bien-être d'un point de vue personnel, quoi. C'était plus une faiblesse dans ma vie personnelle que dans ma vie sportive. Ouais. C'est différent. Denis, oui. Ouais, je crois que souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui se tournent vers des préparateurs pour gérer des problèmes plus personnels vraiment que des problèmes sportifs purs. Parce que ça affecte justement les performances sportives. Et finalement, on arrive plus souvent à un travail qui est plus sur l'histoire et la personne que sur le sport. Il faut quand même se méfier, selon vous, Yann Eliès, quand on est sportif, quand on est médiatique aussi, on peut tomber sur des gens qui ne sont pas forcément dignes de confiance. Ouais, moi je pense que... Ça peut être dangereux, enfin, des gourous, des escrocs, des gens qui disent je vais vous faire parler avec quelqu'un de disparu, ou vous allez retrouver votre amour d'adolescence. Mais je pense qu'il faut être confiant que quand on fait appel à un préparateur mental, quelque part, on va lui donner les clés du coffre ou le code du disque dur. Donc il faut... on laisse rentrer dans notre intimité, finalement. Voilà, donc il faut faire attention et il ne faut pas les donner à n'importe qui. Il faut être confiant et y aller vraiment, effectivement, avec discernement et toujours conserver un double des clés ou être capable de changer la serrure. Pouvoir changer la serrure à tout moment. Pouvoir mettre gentiment dehors la personne, c'est parce que, voilà, il y a des terrains où moi, en tout cas, j'estime que certaines personnes n'ont pas le droit d'aller. C'est mon petit jardin. C'est votre jardin secret, bien sûr. Fabien de Forest, est-ce que votre profession souffre parfois de la mauvaise réputation, du mauvais exercice de certains? Alors, l'hypnose en France est assez récent, donc on a un peu cet avantage. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup... La pratique populaire ou vulgaire est assez récente. Oui. L'hypnose n'est pas très récente. Il y a eu Charcot quand même à une certaine époque. L'hypnose est là depuis très longtemps. Voilà, l'hypnose existe depuis très longtemps. Les Égyptiens, donc c'est pas une science nouvelle. Mais en France, ceux qui se lancent, tout au moins dans le coach mental sous hypnose, on est très peu. Donc c'est un avantage. Donc pour l'instant, j'en souffre pas. Pour répondre à votre question. D'accord. Mais il existe des gens malhonnêtes. Comme dans tout. Mais je pense que malheureusement, la malhonnêteté, elle n'est pas due à un art ou un corps de métier, elle est due à un personnage. Donc, quel que soit le métier qu'il fera, s'il est malhonnête, il sera... Si c'est un charlatan, c'est un charlatan. Donc voilà, et malheureusement, on en a dans la médecine, on en a certainement dans... Enfin, il peut y en avoir dans l'hypnose, il y en a dans la voyance, il y en a dans tout.
Denis Troche, vous avez entendu parler d'exemples justement de sportifs qui ont un petit peu dévissé ou qui ont eu des soucis avec des gens qui se sont fait passer soit pour des gourous, soit pour des extra-lucides ou des gens extrêmement puissants qui vont changer la vie. Et ça peut être aussi... C'est honnête de dire non. Oui. Donc oui. Donc effectivement, beaucoup. Mais il y aura toujours des déviances. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas demander à tout un chacun d'être noble. À partir de ce moment-là, il y aura des dérives. Ouais. Mais je pense que le métier de coach, d'accompagnant, a de bonnes années devant lui, ouais. Par la force des choses. Et effectivement, cette émission y contribue parce que c'est un véritable succès sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter #QDS avec des questions. Il y a beaucoup de gens, on essaie de synthétiser, Denis Troche, qui demandent si la préparation mentale peut commencer très jeune pour les sportifs. Bien entendu. Bien entendu. C'est-à-dire à partir de, on va voir la question, à partir de quel âge? On en fait. Il y a quelqu'un justement qui a un fils de 14 ans qui joue au tennis. Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard? Non, il n'y a pas de moment propice. Il y a simplement la volonté de la personne de vouloir entrer dans cette relation d'accompagnement. Effectivement, chez les jeunes, il faut les laisser maturer, etc. C'est essentiel. Mais de même, ils vont vers cette préparation mentale quand ils se prennent pour Poulidor ou quand ils se prenaient pour Eddy Merckx ou Zidane ou, que je disais tout à l'heure, pour Christine. C'est ça, c'est visualiser, c'est aller chercher du bonheur quelque part et se prendre pour quelqu'un d'autre. Et donc, on fait des choses qu'on ne se permettrait pas de faire soi-même. Et donc, pour l'estime de soi, c'est magique. Ouais. Vous auriez confiance, vous, Christine, par rapport à vos enfants? Vous confieriez vos enfants à un préparateur mental ou un magicien ou à l'hypnose? Vous seriez confiante ou pas? Déjà, il faut discuter avec cette personne et voir si on peut lui faire confiance, quoi. Mais, vous dites pas non, quoi? Non, je dis pas non. Il faut toujours essayer certaines choses, mais il faut qu'elles soient cadrées. C'est surtout ça, quoi. C'est pas laisser cette personne trop près de l'enfant ou trop souvent, mais que ce soit bien cadré. Alors, parmi les autres exemples de préparation mentale, on va revenir évidemment à l'hypnose. Restez avec nous à la fin de l'émission en direct. Donc, Fabien va hypnotiser et endormir quelqu'un sur ce plateau, sur l'équipe 21. Il y a d'autres sportifs ou sportives qui font appel à la préparation mentale, mais une préparation mentale un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle la préparation mentale solo. On fait appel à aucune aide extérieure, mais on se prépare mentalement soi-même. C'est le cas de Marion Bartoli, jeune retraitée, vainqueur de Wimbledon. Écoutez, pour elle, la préparation mentale, oui, ça marche. C'est indispensable pour le niveau. Après, tu n'as pas besoin d'avoir une aide externe pour préparer mentalement, mais il est indispensable de préparer mentalement pour que ce soit avant un match, que ce soit sur une approche plus globale, que ce soit sur l'étude du comportement adverse. C'est capital. Ça fait entièrement partie d'un entraînement quotidien. Comme tu t'entraînes à faire des couronnes, des revers, tout ce que tu veux, ou tu t'entraînes dans ton sport, la préparation mentale est capitale. En fait, je me suis fait ma propre opinion. Je me suis gérée là-dessus, mais je m'auto-préparais. Et après, bien sûr, beaucoup avec mon père. Mais je ne suis jamais allée consulter quelqu'un, je ne suis jamais allée voir quelqu'un, je ne suis jamais allée demander de conseil, une aide extérieure pour me dire il faut que je me prépare mentalement, aidez-moi à le faire. Jamais. Après Wimbledon, ça a été exceptionnel, là, j'ai tout eu. Là c'est parti en flèche. Là, on a fait l'analyse psychologique de pourquoi effectivement tu ne te sentais pas bien avant, mais après on a fait l'analyse psychologique, comment tu as fait pour remonter la pente et gagner. Donc on peut proposer la recette miracle pour être toujours dans cet état-là. Et alors, on a également étudié qu'en fait, il fallait que tu coupes le cordon avec ton père pour tuer l'image du père, pour arriver à te développer personnellement. Donc là, après, ça rentrait dans l'analyse psychologique du... Je vais dire, écoutez-moi bien, ça va être très très simple. Moi, je vais vous expliquer, c'est beaucoup plus simple que ça. Voilà. J'ai eu 22 ans d'entraînement, j'ai fait 7 matchs, je les ai très bien joués, j'ai fini par gagner, mais si je n'avais pas fait 22 ans d'entraînement derrière, je ne les aurais pas gagnés. Donc, vous pouvez me sortir toutes les recettes miracles que vous voulez, il n'y en a pas eu de recettes miracles. Donc si vous n'avez pas un énorme socle, vous ne pouvez pas construire la toute petite pyramide en haut qui fait qu'effectivement vous arrivez à atteindre l'objectif ultime. Mais le socle comme ça, il faut le construire auparavant. Et ça, elle a été fait tout sauf avec vous. Voilà, l'auto-préparation mentale, on peut parler d'auto-hypnose par exemple, Fabien. Exactement. C'est là encore une fois il faut quand même connaître la technique pour l'auto-hypnose. Oui. C'est une certaine pratique. Il y a des formations où on peut donner justement ces clés pour justement s'auto-hypnotiser. Donc on va faire une formation. En ce qui me concerne, moi, elle dure une demi-journée, donc très très rapide, à laquelle je donne des clés pour que la personne puisse s'auto-hypnotiser. Et là, ça rentre aussi dans ce cadre-là, à laquelle la personne peut s'auto-hypnotiser et après augmenter sa confiance, et ainsi de suite. Avec tous ces éléments, Christine Aron, les témoignages, les clés qui sont proposées pour les sportifs, ça vous dit pas de reprendre la compétition, non?
Peut-être. Sérieux? Pourquoi pas? On verra. Tout dépendra de la forme physique, mais en tout cas, je vois qu'il y a des aides qui peuvent être précieuses. Ouais. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. D'accord. Bon. Non, mais c'est très bien. Est-ce que la préparation mentale peut correspondre aussi à la culture ou à la religion de Nitroche? Est-ce que la religion, la pratique de la religion, de la culture, des habitudes, peut être une forme de préparation mentale? Puisqu'il faut être dans un confort spirituel. On est d'accord, la préparation mentale, c'est ça? Je ne vois pas les choses comme ça, mais pourquoi pas? Non, mais vous avez le droit de dire non. Hein. Ouais, non, votre élégance et votre politesse vous honorent, mais vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je suis en train de faire, ouais. Poliment. Poliment, donc là, c'est non. Pour moi, non, il n'y a pas de rapport entre la religion et la préparation mentale. Ouais. La pratique de la religion. Ça voudrait dire que quand une personne est en quête de quelque chose, elle va venir chercher la préparation mentale. C'est une forme de croyance. C'est une forme de croyance, ouais. Ça peut. Ça peut, mais pour moi, c'est tout simplement rendre récurrent les performances, taper l'excellence. Comment faire? Parfois, on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire qui sort de la normalité et on ne sait pas comment on a construit ça. On ne sait pas, on n'a pas étayé cette victoire. Et quand on la recherche, cette victoire, on se perd. Donc l'idée de la préparation mentale, c'est justement de pouvoir rendre récurrent ces performances en les étayant et en reconstruisant avec la personne la manière dont elle a construit cette victoire. Mais je ne vois pas le rapport avec la religion, mais bon, peut-être. Le confort spirituel, qu'en pensez-vous, Denis Hauguin? Le fait qu'on soit pratiquant, qu'on pense qu'on ait des rituels, qu'on soit dans un confort spirituel. Il y a beaucoup de joueurs de foot, notamment Denis, qui se convertissent à l'islam, par exemple. Ce sont des routines ou des tocs, mais... Ou des modes, peut-être. Non, mais justement. Peut-être aussi. Ouais, évidemment, on parlait dans le monde de la natation, par exemple, est-ce que ça compte, ça? Est-ce que, par exemple, les nageurs prient avant une course? On voit souvent des athlètes se signer. Quelques-uns se signent, par exemple. Oui, voilà. Non, mais attendez, c'est aussi une conviction, parfois. Autre chose, c'est un autre oui, mais ça ne fait pas partie de la préparation mentale, ça. Je crois qu'on est plus dans de la superstition qu'autre chose, là. Non, je ne pense pas que ça... C'est avoir quelque chose avec la préparation. On est plus dans des habitudes et une routine de préparation, même si ça n'empêche pas d'être évidemment croyant, mais c'est de la superstition. Je sais pas si... Est-ce que vous avez le sentiment, Yann Eliès par exemple, que les sportifs pratiquent la préparation mentale, ont des activités un peu en sous-marin, mais ne le disent pas, ne communiquent pas, n'aiment pas communiquer là-dessus? Vous avez entendu parler, est-ce que vous avez des collègues marins, par exemple, dont vous savez pertinemment qu'ils font la même préparation que vous, mais qui n'en parlent pas? Non, j'ai pas entendu ça. Le marin a forcément un peu peur de se livrer, comme tout sportif. Je crois qu'on se pose toujours beaucoup de questions. Là, la personne qui est à ma gauche m'interpelle. Fabien de Forest. Elle vous interpelle, c'est-à-dire, vous fait peur? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Ouais, parce Pourquoi? que c'est vrai que l'hypnose, moi, c'est quelque chose où j'ai vraiment l'impression de donner les clés à quelqu'un sans maîtriser. Nous, quand on est un sportif de haut niveau, on se doit de maîtriser tous les paramètres. Et là, j'ai un peu l'impression qu'à un moment donné, je ne vais pas maîtriser. Mais bon. Est-ce que c'est le sentiment que vos clients ou vos sujets ont, Fabien de Forest? Alors, malheureusement, oui. Une fois qu'on est sous hypnose, oui, là, on a plutôt tendance à laisser les clés à l'autre, dire tiens, je te passe les clés, débrouille-toi. Alors, oui, là, c'est clair, il faut avoir une grande confiance. Et surtout, se dire, bon, il n'y a pas de risque. Je sais qu'il ne va pas faire quelque chose de négatif. Mais oui, c'est un peu ça, on donne les clés carrément. Et oui. Mais d'un autre côté, si je peux me permettre, il le faut aussi. Parce qu'en hypnose, on va avoir du mal à travailler si la personne reste active. Il faut qu'elle soit endormie et qu'elle se laisse... c'est aussi une participation du fait qu'il ne fasse rien et qu'il se laisse partir dans ce genre d'état. Alors Fabien de Forest, dans quelques instants, vous allez prendre les clés d'un individu que nous connaissons bien, nous, que vous ne connaissiez pas en arrivant ce soir, que vous allez mettre en état d'hypnose, que vous allez endormir. Si je parlais tout à l'heure des croyances et des religions, Denis Troche, c'était aussi pour amener le sujet dont va parler Alain Giresse maintenant, ancien sélectionneur du Gabon, aujourd'hui sélectionneur du Sénégal, qui a été évidemment entraîneur aussi au PSG, ancien joueur de football, et qui lui a été confronté aux croyances, à la sorcellerie, en Afrique. C'est très sérieux, on peut en rire vu d'ici, mais là-bas c'est quelque chose qui existe au quotidien lors des matchs de football, des affrontements entre sorciers, on égorge les poulets, voilà, on marque son territoire. Petite anecdote avec Alain Giresse, le temps que Fabien de Forest s'installe et que l'on procède donc en direct sur l'équipe 21 à cette séance d'hypnose. Alain Giresse, alors qu'il était sélectionneur du Gabon.
Il se trouve qu'on nous demande au Gabon, le Gabon joue en jaune, très simple. Et le match contre le Togo, on m'a dit non, aujourd'hui il faut jouer en vert. Donc c'est-à-dire changer complètement la tenue. J'ai dit pourquoi pas. Mais je vais avec les joueurs, je leur dis non coach, on joue, on garde nos couleurs. Je dis bien ce qui me semblait, on garde nos couleurs. Et il se trouve que le Togo joue en jaune. Et le Togo donc a changé de couleur, puisqu'ils ont joué en vert. Et résultat final, Gabon 3, Togo 0. Donc je suis passé devant les instances en leur disant, dites-moi là, c'était pas le vert qui était la couleur gagnante aujourd'hui? Ils m'ont pas répondu, ils se sont tournés la tête. C'est pour ça, je leur dis, vous savez, si tous ceux qui peuvent intervenir dans le sport en Afrique étaient aussi... L'Afrique serait déjà championne du monde. Il sait faire le... Voilà, bon, si on considère évidemment que les croyances, quelles qu'elles soient, peuvent intervenir dans la préparation mentale, là, effectivement, pour Alain Giresse, ce n'est pas un bon exemple. Pour terminer cette émission, et avant de vous remercier, de vous inviter à nous rejoindre jeudi prochain, on va retrouver donc Fabien de Forest immédiatement aux côtés de notre sujet, Thierry. Thierry qui est ingénieur, qui est un ancien militaire, qui est quelqu'un de très sensé, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui est quelqu'un qui ne connaissait pas Fabien. On est bien d'accord, Thierry, vous pouvez dire oui ou de la tête, qui ne connaissait pas Fabien avant de venir pour cette émission. Vous êtes quelqu'un proche de l'équipe 21, en tout cas de notre team à nous. Et on va laisser Fabien de Forest faire. Et on vous regarde attentivement, chers amis. Et on précise, Fabien, que c'est ce que vous faites en général avec les sportifs avec lesquels vous travaillez. Allez-y. Alors, si je peux me permettre, en temps normal, avec les sportifs, je vais plus lentement. Là, je vais aller un peu plus vite. Mais avec les sportifs, on prend le temps pendant toute la séance. Vous êtes plié à la configuration de la télévision. Merci infiniment, Fabien. Merci voilà. de vous y plier. Thierry, c'est ça ? C'est ça. Génial, parfait. Juste prendre une position confortable et fixer un des points, n'importe lequel, le point que vous voulez. Vous allez simplement vous concentrer simplement sur ce point et mettre absolument toute votre force de concentration sur votre point, tout simplement maintenant. Tout étant concentré sur votre point, vous allez aussi vous concentrer simplement sur le son de ma voix. Et tout étant concentré sur le son de la voix et sur votre point, dans quelques instants, je vais simplement compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, vous irez dans un profond sommeil hypnotique, vous sentirez bien calme et complètement détendu. Mais déjà, le fait d'entendre ma voix, l'hypnose a déjà commencé. Tout se ralentit, se détend, se relâche maintenant complètement. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond, on tombe maintenant complètement, profondément, de plus en plus, de mieux en mieux. On descend complètement, agréablement, profondément, de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, juste pour se sentir bien calme et complètement détendu et relaxé. Tous les membres deviennent complètement lourds et détendus, complètement relax, complètement détendus, complètement relaxés. Et là, vous sentez une incroyable sensation de bien-être, de détente et de relaxation totale, profonde et agréable. Et là, Fabien, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut lui demander de faire tout ce qu'on veut. Là, on peut parler de plein de choses, on peut faire exactement tout ce que l'on veut. Il entend absolument tout ce qui se passe. Il ne pourra pas, malheureusement, réagir. Mais c'est vous qui contrôlez le camion, pour reprendre l'expression d'Yann Eliès tout à l'heure. On peut dire ça, mais il entend absolument tout ce qui se passe. Voilà. Bien. Est-ce que vous pouvez le réveiller, par exemple? Oui. S'il vous plaît. Simplement à 3. 1, 2, 3, on se réveille maintenant. Réveil. Tout va bien, Thierry? Oui, ça va. Le camion va bien. Merci infiniment, bravo Fabien de Forest. Malheureusement, le temps qui nous est imparti s'achève. On a bien compris en tout cas que vous étiez super efficace, puisque effectivement il a endormi en direct ce monsieur, qui n'est pas un comparse, on est bien d'accord. Merci infiniment à nos invités, merci à Yann, merci à Denis Troche, merci à Denis Auguin et merci à vous Christine Aron. La reine Christine, vous revenez à la compétition bientôt, on l'a bien compris, hein, Christine, avec l'aide de la préparation mentale. On se retrouve la semaine prochaine en question de sport, avec une question qu'on va se poser, des reportages inédits et exclusifs. Les sportifs sont-ils au-dessus des lois? La réponse la semaine prochaine. Salut.